H.P. Lovecraft, rien que le nom, ça évoque l'horreur cosmique, pas vrai? Mais ce qui est fascinant, c'est que l'homme derrière le mythe est peut-être un paradoxe encore plus terrifiant. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers très, très sombre de l'un des auteurs les plus influents, mais aussi les plus controversés du XXe siècle. Et pour bien saisir son importance, rien de tel que la vie d'un autre maître de l'horreur, Stephen King lui-même. Voilà ce qu'il en dit. Pour lui, c'est tout simplement le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle. Quand ça vient de Stephen King, ouais, c'est un sacré compliment. Le truc, c'est que ce statut de légende, il ne l'a jamais connu de son vivant. C'est arrivé bien après. La réalité de sa vie, c'était tout autre chose. Il est mort à 46 ans, complètement fauché, malade, en proie à des douleurs constantes, et connu en fait que par un tout petit cercle de lecteurs. Voilà le paradoxe. C'est assez fou, non? Comment un homme qui a connu un tel échec de son vivant a-t-il pu devenir une figure aussi culte après sa mort? C'est la grande question, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. On commence donc avec la première partie, forgée dans la perte et la peur. Parce que pour vraiment comprendre les monstres qu'il a créés, eh bien, il faut d'abord se pencher sur les démons qui ont hanté sa propre vie. Et quand on regarde sa jeunesse, c'est une succession de drames, vraiment, jugez plutôt. Il a à peine 3 ans quand son père est interné. Il meurt quelques années plus tard. Ensuite, c'est son grand-père adoré qui disparaît, et avec lui, toute la fortune familiale s'envole. À l'adolescence, il fait une dépression nerveuse, ce qui l'empêche de finir le lycée. Et pour couronner le tout, sa mère est internée à son tour et y meurt. C'est un enchaînement terrible de pertes et d'échecs qui va l'hanter toute sa vie. Et cet échec scolaire, là, ça a été un coup terrible pour lui. Il faut savoir que sa grande passion, son rêve, c'était de devenir astronome. Et là, tout s'effondre. C'est une humiliation qui va le poursuivre littéralement jusqu'à sa mort. Et ça va nourrir ce sentiment profond d'être un marginal, un outsider. Un thème qui deviendra absolument central dans tout ce qu'il écrira. Mais voilà, c'est justement de toute cette noirceur, de cette douleur personnelle, qu'il va tirer une vision du monde et une philosophie artistique complètement unique. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la naissance du cosmicisme. Alors, le cosmicisme, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le cœur de toute son œuvre. C'est une philosophie assez terrifiante en fait. L'idée, pour la faire simple, c'est que l'humanité n'est rien. Une poussière, une particule insignifiante dans un univers immense, froid, et qui se fiche complètement de nous. Et le pire, c'est que les vraies lois de cet univers, elles nous sont totalement incompréhensibles. Il y a une de ces citations, sans doute la plus célèbre, tirée de l'Appel de Cthulhu, qui résume ça à la perfection. C'est cette idée que nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Le message est limpide, la connaissance est un poison. Chercher à comprendre ce qu'il y a dans ces ténèbres, c'est s'exposer à la folie, purement et simplement. Et cette philosophie, on la retrouve partout dans ses histoires, à travers ses thèmes de prédilection. Le savoir interdit, celui qui mène tout droit à la folie. La culpabilité héritée, les malédictions familiales. Difficile de ne pas y voir un écho de sa propre vie. Cette angoisse permanente que notre civilisation, si fragile, soit menacée par la décadence. Et puis au-dessus de tout ça, ce sentiment écrasant de notre impuissance totale face aux forces de l'univers. Et pour donner un visage, si on peut dire, à cette horreur, il a créé tout un panthéon, son propre folklore synthétique. C'est là qu'on trouve les fameux Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth. Mais attention, on est très loin des dieux de la mythologie classique. Ce ne sont pas des êtres qu'on peut prier ou comprendre. Ce sont des forces cosmiques, pures, aveugles et complètement indifférentes à notre existence. Un peu comme un tsunami est indifférent aux fourmis sur son chemin. Et la pièce maîtresse de toute cette mythologie, c'est un livre, un grimoire maudit, le Necronomicon. Son invention est tellement géniale, tellement crédible, que pendant des décennies, des gens ont cru qu'il existait vraiment. Certains le croient encore aujourd'hui. C'est le symbole parfait de ce savoir dangereux, de la connaissance qu'il ne faut absolument jamais chercher à acquérir. On passe maintenant à la troisième et dernière partie, un héritage sombre et durable. Parce qu'après avoir exploré l'œuvre, il est temps de se confronter à l'homme derrière le mythe et à son héritage, qui est, on va le voir, profondément dérangeant. Alors déjà, tordons le cou à une idée reçue, le fameux reclus de Providence. On l'imagine souvent comme un ermite qui ne sortait jamais de sa chambre. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé. C'est l'être, et il en a écrit des milliers, le montre comme quelqu'un qui adorait voyager, qui explorait toute la Nouvelle-Angleterre, allant même du Québec jusqu'en Floride quand il en avait les moyens. Le problème, c'est qu'il avait rarement les moyens. Sa réclusion était donc souvent plus financière que volontaire. Parce que c'est vraiment après sa mort que tout bascule. Son influence explose, littéralement. Elle va façonner des générations entières de créateurs dans tous les domaines. On parle de grands écrivains comme Jorge Luis Borges, de cinéastes comme Guillermo del Toro, mais aussi de la musique, des jeux vidéo. Ces créatures, ces idées se sont infiltrées absolument partout dans la culture populaire. Mais, et c'est un mais de taille,
On ne peut pas, on ne doit pas parler de Lovecraft sans aborder la face la plus obscure de son héritage. Et là, on ne parle pas de ces monstres, on parle de l'homme. Sa correspondance privée, des milliers et des milliers de lettres, ne laisse aucune place au doute. C'était un homme avec des opinions racistes virulentes et profondément ancrées. Et là, attention, on n'est pas dans l'interprétation ou l'anachronisme. On parle de ses propres mots, noir sur blanc, qui sont sans la moindre équivoque. Pour ne citer qu'un exemple, dans une lettre de 1931, il écrit ceci. « Le noir est une bête, avec un esprit et des sentiments qui ressemblent précisément à ceux du singe anthropoïde. C'est violent, c'est direct, c'est une haine viscérale, exprimée sans aucun filtre. » Cette vision du monde, elle se reflète aussi dans ses opinions politiques, qu'il affichait très clairement dans ses lettres. Il se décrivait lui-même comme un Tory, un tsariste, un Junker, un patricien et même un fasciste. Il a d'ailleurs exprimé une certaine admiration pour Hitler au début des années 30, ce qui est pour le moins troublant. Et toute cette tension entre le génie de l'œuvre et la noirceur de l'homme nous amène à une question finale, une question qui va bien au-delà du seul cas de Lovecraft. Comment est-ce que les démons intérieurs d'un artiste, son obscurité personnelle, finissent par façonner les monstres qu'il crée et qu'il lègue ensuite au monde entier ?